Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques. On a eu cette nouvelle hier que le CRTC, là, sur demande du gouvernement fédéral de M. Carney, décidait de ne pas aller de l'avant avec cette nouvelle redevance qui devait être exigée aux géants du web, là, notamment pour ce qu'on appelle les plateformes de streaming, là, les plateformes de vidéo à la demande. Il y a eu un genre de consensus aujourd'hui que je trouve dommage parce que ça nous prive d'un débat, hein, finalement, mais t'inscris-tu dans ce consensus de la fin du monde? Bon, écoute, d'abord, c'est pas le CRTC qui choisit de ne pas aller de l'avant, c'est le gouvernement qui demanderait au CRTC de ne pas aller de l'avant. Voilà. Ce qui soulève d'autres enjeux, hein, parce que c'est quand même un organe de régulation qui devrait être, dit-on, indépendant du politique, et là, dont on se sert essentiellement, pense-t-on, pour faire une concession face aux Américains puis les mettre dans notre poche. Moi, j'ai entendu une bonne chronique ce matin à Cube Radio avec Alexandre Dubé. Bon, chronique, c'est peut-être fort, peut-être que montée de lait, c'est plus approprié. C'est mon libéral intérieur qui est ressorti, n'est-ce pas? De Francis Gosselin, qui amenait toutefois un point qui est vrai, qui est vraiment intéressant, puis qui mérite d'être discuté. Là, je suis d'accord avec toi. Le problème, essentiellement, de notre culture, là, c'est qu'elle peine à rivaliser avec une autre culture, la culture américaine anglophone, qui, à plusieurs égards, apparaît plus séduisante pour une partie non négligeable de notre population. Puis c'est vrai qu'on tente quand même de la garder sur un respirateur artificiel. On dit on veut des subventions, on a besoin de subventionner une autre série de Radio-Canada pour garder les gens devant leur écran à tel jour, telle date. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va pouvoir le faire à long terme? Où il n'y a pas un moment où ça m'a fait penser à la querelle entre les taxis et Uber. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, bon, là, c'était la montée de lait des taxis. Uber nous vole nos jobs. Et là, certains disaient, est-ce qu'on devrait interdire Uber? Est-ce qu'au contraire, on devrait trouver un autre système? Et là, lorsqu'on fait face à ce dilemme-là, où il y a clairement une avancée technologique, puis les systèmes qui existaient avant ne peuvent pas compétitionner, jusqu'à quel point l'État doit-il s'impliquer? Et moi, le point que tu as amené, avec lequel j'étais vraiment d'accord, on a vraiment, vraiment tendance à se déresponsabiliser nous-mêmes. Ou essentiellement, on appelle l'État pour qu'il vienne nous dire quoi faire puis nous enlever la possibilité de faire le mal. Donc, essentiellement, on va subventionner la culture parce que vous n'êtes pas capable, vous-même, avec votre argent sonnant et trébuchant, de la consommer à un point tel où elle pourrait vivre sans subvention. Et là j'ai de la misère, et là, je pense que tu as raison là-dessus. Il y a un moment où les Québécois et les Canadiens, mais davantage les Québécois que les Canadiens, parce que la culture canadienne, je ne sais pas trop c'est quoi, sinon un succédané de la culture américaine, ou un ersatz, c'est-à-dire quelque chose de moins fort. Je vais retenir mon jugement là-dessus, mais pas toujours. Il y a un moment où les Québécois vont devoir apprendre à cesser de chialer et mettre les bottines là où disent que les babines devraient aller. Puis là, ce qui moi, m'a un peu surpris dans cette espèce de réaction là, qui est un peu unanime, là, le gouvernement Carney baisse les coudes, puis dadada, c'est qu'évidemment, c'est comme facile de zoomer tous les jours. On peut zoomer sur une micro-décision. Puis je veux bien que la culture, là, oui, c'est important. Puis soit dit en passant, je ne suis pas contre le financement public à la culture. Hein, je mets ça très au clair. C'est juste que cette mesure-là n'était pas entrée en vigueur. Donc, il y avait un montant là, qui est évoqué entre 200 et 600 millions qui allait être comme prélevé magiquement sur le revenu total, sur la ligne d'en haut, ce qui est, encore une fois, comme... Tout ça ne fait aucun sens là, pour moi, mais là, ça nous était dû. Tu sais, c'est comme ce 200 millions-là, on le perd, mais tu ne l'as jamais eu, bro. Tu sais, comme calme tes nerfs. Mais tu devais l'avoir pour faire perdurer la culture dans un contexte difficile. C'est comme cette idée qu'on a le droit à notre modèle d'affaires, puis que finalement, ton analogie avec Uber est très intéressante. Je veux dire, je pense pas que la culture, c'est des taxis, mais nonobstant, comme le monde change, puis nous, on aurait le droit de ne rien faire, puis de continuer à percevoir des dollars, puis eux qui viennent, puis qui capturent l'attention des Québécois, parce que dans les faits, tu regardes les chiffres sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming, les gens regardent pas tant la culture québécoise. Donc là, tu aurais le droit, toi, malgré ça, à cet argent. Je trouve que c'est soit de la pensée magique, de la naïveté ou carrément de la déconnexion. Puis ça me... Encore une fois, indépendamment de qui est au pouvoir, là, là n'est pas la question pour moi. Mais on a un rapport paradoxal à la culture, parce que souvent on entend les géants du numérique devraient contribuer à la vitalité du secteur dans lequel ils opèrent ici. Mais de quelle autre entreprise on attend dans une logique de compétition? Parce que c'est ça l'enjeu, là. Il y a une compétition. De quelle autre entreprise on attend à ce qu'elle contribue à la vitalité de ses compétiteurs? C'est pas logique, ça n'a pas de sens. Bon, on comprend pourquoi on veut le faire, parce que là, on n'est pas parce que nos télédistributeurs financent, travaillent le fond des médias. Je comprends cette affaire-là. Mais néanmoins, sécuriser
culture écologique. En revanche, sur Carney, là, sur l'idée qu'on doit faire des concessions par rapport aux Américains, c'est une concession habile de sa part parce que ça coûte pas grand-chose politiquement. Bon, là, on va avoir les cris d'orfraie des artistes, des artisans de la culture, tout ça, mais c'est pas un lobby très fort. Puis si on doit donner quelque chose aux Américains dans une logique de négociation, c'est beaucoup plus facile de donner la culture, qui est moins institutionnalisée, que de donner l'industrie de l'automobile, ou l'aluminium, ou la gestion de l'offre, tu vois. Donc, dans cette logique-là, je comprends pourquoi ils le font, parce que ça leur permet de dire aux Américains, écoutez, on est ouvert à vos demandes. Et je mettrais même un chiffre sur ce que tu viens d'avancer, parce que c'est parfois mon rôle. Mais tu sais, on parlait de 200 millions de dollars, là, potentiellement, peut-être jusqu'à 600 si on mettait le... Puis encore une fois, pour moi, tout ça, c'est un peu du délat. Mais tu sais, les échanges entre le Canada et les États-Unis, c'est de l'ordre de 1000 milliards de dollars. Tu comprends? Fait que là, ton 200 millions, là, je comprends que ça te fait de la pépine, mais je veux dire, à un moment donné, il faut remettre les choses en perspective. Puis ça me rappelle un autre débat sur la Chine. Fait que sortons Carney. On s'en va en Chine. Ouais, mais tu sais, entre le soya, les céréales et tout, des agriculteurs qu'on a voulu vraiment envoyer à la Chine parce que c'est tout un secteur et une industrie et des familles, etc. Mais au détriment de faire venir des chars électriques chinois. Là. Donc là, tu balances l'automobile contre l'agriculture. Qui est le lobby le plus puissant? Qui est, OK, mais là, je vais te dire un truc de très controversé. Ici, moi, cet accord-là m'avait fait de la peine parce que je ne comprenais pas comment le Canada, pays du G7, pays industrialisé, envoyait des matières premières en Chine. C'était même des produits de la pêche. Là. Et en retour, les Chinois nous envoyaient des biens de pointe. Des voitures électriques haut de gamme. D'ailleurs, c'est un peu le même débat qui se joue avec la culture. C'est-à-dire, on tente de protéger une industrie qui est vitale. Hein, et ça, il faut le dire. Je veux dire, on n'est pas des porcs. Okay? Si on était des animaux, la culture, ça n'importerait pas. Parce qu'on est des êtres humains, la culture, c'est quelque chose d'important. Ça nous donne parfois une raison de vivre, de se voir, de s'entendre, de s'écouter. Bon, je serais le plus grand défenseur de notre culture, mais au final, on se bat à armes très inégales. Et là, ici, ça nous remet encore en pleine face, ce dont on parlait hier, à savoir qu'un jour, la taille du marché canadien est juste pas suffisante pour faire pression sur les États-Unis, parce qu'il y a des gens qui parviennent quand même, tant bien que mal, à réguler ces géants du numérique-là, et c'est l'Union européenne. Parce qu'ils ont un marché gigantesque de consommateurs riches et donc un poids réglementaire qu'on ne peut pas avoir au Canada. Peut-être que la marche à suivre, ce serait de s'allier, en l'occurrence ici, à l'Union européenne, pas pour créer un marché commun du numérique ou que sais-je encore, mais au moins parce que là, on aurait un allié de taille. Et récemment, je veux dire, c'est l'Union européenne qui a facturé, je pense, plusieurs centaines de millions d'euros à Google d'amendes pour pratiques non concurrentielles, parce que ça, il faut le dire aussi, les géants du numérique ne sont pas des joueurs parfaits pour l'économie. Ce sont souvent des oligopoles. Mais c'est là où je trouve ce déchirage de chemise très autoréférencé, très je me moi, nous regardons le nombril, un peu ridicule, parce que cette problématique-là, tous les pays la vivent actuellement. Puis c'est pas Carney, elbows up, elbows down, puis c'est pas Christine Fréchette, puis la situation mondiale actuelle est telle que pour parfois préserver des emplois dans l'automobile, puis dans l'aluminium, puis tout ça, faut que tu acceptes de pas faire chier Google tout de suite. Peut-être qu'on le fera dans quelques années, peut-être que... Puis à la limite, peut-être qu'on devrait changer d'ailleurs notre fusil d'épaule, parce que je te ferai remarquer que la stratégie canadienne, puis ça remonte à Trudeau et même avant lui, ça a toujours été une stratégie confrontationnelle. Je te rappellerai qu'on n'a toujours pas les nouvelles sur Facebook, puis tu diras c'est Facebook qui a choisi de les enlever, mais on n'y est pas allé quand même avec le dos de la main morte là, avec cette affaire-là. On leur a rentré dans la gorge qu'il fallait contribuer à un truc, mais je veux dire, tu comprends? Je comprends ce que tu dis, mais tu sais là-dessus, ça c'est le genre d'argument que j'ai de la misère à entendre. À la rigueur, là, Facebook, c'est pas un service essentiel. OK? On pourrait tout à fait vivre sans Facebook. Bon, le Canada demeure un marché pour Meta, pour Facebook. Sauf que real politique, tout le monde est là-dessus, puis il n'y a pas de nouvelles. Tu comprends? Fait qu'à la fin, quel est l'objectif de politique publique que à la rigueur, si Facebook ne veut pas payer, c'était pas immense les sommes qu'on leur demandait de contribuer au journalisme chez nous, on aurait pu juste le fermer, le service au Canada. Ça, un point là-dessus, il y a un moment où si un service n'est pas essentiel, on pourrait être plus musclé qu'on ne l'a été. Donc, tu veux fermer Facebook au Canada? Non, je ne sais pas qu'on doit fermer Facebook, mais je peux concevoir un monde... Dans un gouvernement, Georges Mercier, mesdames et messieurs. Francis, je peux concevoir un monde sans Facebook. Il y aurait moins d'adolescentes anorexiques, puis il y aurait moins de jeunes hommes radicalisés. Fait que ça, on peut le concevoir. Un élément, par contre, qui est essentiel, c'est, on parle souvent de dépendance aux géants du numérique. On peine à considérer à quel point on est dépendant des Américains pour absolument tout ce qu'on fait. Le gouvernement québécois roule sur la suite Office. Ça, tu veux une vraie dépendance? En voilà une
En France, on commence à tenter de programmer des solutions alternatives pour être plus autonome. Mais ils sont 60 millions, ils ont un PIB per capita plus élevé. Puis ce sont nos cousins, les Français. Voilà, on l'a annoncé, participons à leur discussion. Il nous reste moins 2 minutes, mais je veux absolument t'entendre sur une chose et on va le faire très rapidement. Mais ce matin, juste avant ma chronique, il y avait à l'émission d'Alexandre Dubé Catherine Gentilcorps, qui est une députée péquiste, et qui disait, en fait, la solution, mesdames et messieurs, c'est de créer le CRTQ, cet organisme de réglementation québécois, là, évidemment, j'imagine dans un Québec souverain, là, etc., mais qui viendrait, ce CRTQ, mettre les géants du web au pas. Je suis désolé, mais je pense pas que c'est plus de fonctionnaires et plus de formulaires qui vont venir changer la donne, particulièrement dans notre relation avec les Américains. Mais peut-être que je me trompe, Georges Mercier. Je sais pas. Puis ici, je pense que si le CRTC canadien ne parvient pas à faire plier quelqu'un, un CRTQ québécois n'y parviendrait probablement pas. Évidemment, je pense que le problème ici, c'est que si le Québec est un État souverain, ce serait concevable qu'on ait un tel organisme. Là, l'enjeu de le faire... Sans doute, mais aurait-il quelques iota de pouvoir de plus que le CRTC? Je veux dire, qu'est-ce qu'il ferait pour faire plier les gens du web? Là? Il fermerait Facebook? Là, au moins, il n'y aurait pas à ménager des intérêts divergents. On n'y aurait pas à ménager le chef francophone avec le chou anglophone. Juste un truc là-dessus sur fermer Facebook, parce que je trouve ça important. On oublie parfois que nos États sont des États et qu'en tant qu'État, ils ont des pouvoirs. Ils ont un pouvoir de régulation et on est comme tout fragile ou, je sais pas, réticent à les utiliser. Rappelons-nous qu'on a un État. J'apprécie ton idéalisme, Georges Mercier. C'est pas l'idéalisme. OK, mais demain matin, là, je te propose l'exercice suivant. Va te présenter là, comme chef de... Propose à Paul Saint-Pierre Plamondon que sa plateforme électorale, c'est que nous, on va faire le CRTQ, on va emmerder Netflix, Facebook et Amazon+. Puis s'ils sont pas contents, on va fermer ces services-là. On est aussi en démocratie, tu comprends? Puis oui, les gens, ils peuvent vivre sans Facebook, mais le leader politique qui demain va se présenter devant le peuple va dire, moi, mon plan, c'est de emmerder Facebook, puis s'ils sont pas contents de fermer le service, ne sera jamais élu. Donc, à un moment donné, c'est aussi un enjeu de démocratie. Les gens veulent Facebook, veulent Netflix. La preuve, c'est ce qu'ils consomment. Bon, cela étant dit, pour pas faire une mauvaise blague, on sait que les relations entre PSPP et les artistes ont été houleuses. Peut-être que ce serait un bon mea culpa de sa part de leur offrir ça. Et là là, mesdames et messieurs, Georges Mercier, toujours spectaculaire de sa journée. pensée. Merci, à demain.